Bonjour tout le monde, merci d'être à nos côtés, pardon pour ceux que j'ai réveillés. Une chère mutation et innovation territoriale. De nombreuses thématiques ont déjà été abordées ici à l'Université de Corse, des sujets actuels qui préoccupent, qui nécessitent parfois des transformations, d'où cette notion d'innovation. Comment se questionner et inventer de nouveaux modèles pour s'adapter aux besoins de notre territoire ? Une chère mutation et innovation territoriale. Et dans ce contexte, à Corté, sur notre île, en période d'inflation, je ne vous apprends rien, alors que les énergies fossiles se tarissent, alors que la population s'accroît, que les besoins énergétiques augmentent, et avec eux que les prix s'affolent, les changements climatiques et ce qu'ils engendrent en termes de surconsommation, la gestion du réseau, les pics, ici, chez nous, en Corse, une île qui veut tendre vers une autonomie énergétique, une île connectée aussi. Dans ce contexte, comment ne pas parler d'énergie et d'insularité? Alors nous y sommes, à l'initiative de la Fondation, avec le soutien de l'ADEC, le partenariat de l'AUE et la large contribution de Gilles Noton et de toutes les équipes, notamment. Une journée de réflexion et de travaux dont vous avez vu l'articulation sur les programmes, faite de conférences, tables rondes, des échanges, des questions qui seront abordées et votre participation qui est attendue. N'hésitez pas à me faire signe lors des tables rondes notamment. Nous avons à cœur de laisser parler celles et ceux qui ont envie de s'exprimer sur ces différents sujets. Et enfin, une synthèse pour conclure cette journée. Je vous encourage vivement à compléter la fiche de renseignement qui nous permettra d'ailleurs de vous envoyer les restitutions de ces travaux, puisque vous l'avez vu, il y a des captations. Donc n'hésitez pas, si tel est votre désir, à indiquer vos coordonnées sur cette fiche. Je vais passer la parole à Vanina Pasqualini, vice-présidente de la commission de la recherche à l'Université de Corse Pascal Paoli. Merci. Monsieur le Président de l'Agence de développement économique de la Corse, Monsieur Vinci Guerra, Monsieur le Président de l'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse, cher Julien, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je tenais tout d'abord à excuser l'absence du président de l'Université de Corse, le professeur Dominique Federici, qui n'était pas disponible ce jour, et que je représente en tant que vice-présidence de la commission de la recherche. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'Université de Corse pour évoquer la problématique de l'énergie, sujet qui fait récemment une actualité importante, et ce, d'autant plus dans un contexte d'insularité. Depuis longtemps déjà, l'Université de Corse a développé des recherches en ce sens, à travers notamment son projet structurant sur les énergies renouvelables au sein de l'unité mixte de recherche Sciences pour l'environnement, en collaboration étroite avec le CNRS. Le centre de recherche scientifique Georges Péry à Ajaccio accueille en particulier les plateformes Myrte et Paliaorbe, qui sont des projets phares de transfert de technologie menés par l'université. Ils portent en particulier sur l'hybridation de systèmes de production et de stockage de l'énergie, utilisant comme ressource renouvelable le rayonnement solaire. Je tiens à remercier sincèrement la Fondation de l'Université pour l'organisation de cette journée, de cet événement majeur, qui s'inscrit dans le cadre de la chaire Mutation et Innovation territoriale financée par la collectivité de Corse. Je tiens également à remercier l'ensemble des partenaires de la Fondation et plus particulièrement l'ADEC pour son soutien dans l'organisation de cette journée. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci Vanina. Alex Vinci Guerra, le président de l'Agence de développement économique de la Corse. Si vous voulez bien prendre un micro. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est difficile parce que j'avais prévu de parler assis, donc je vais m'asseoir pour accéder à mon discours. Alors, Monsieur le Président de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie, Madame la Vice-présidente de l'Université, Madame la conseillère territoriale, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, salut à tutti. Je dois vous avouer qu'avoir l'honneur d'ouvrir ces rencontres dédiées à ce diptyque, énergie-insularité,
à la fois me satisfait, mais aussi m'impressionne. Me satisfait pourquoi? Parce que j'ai l'espoir que notre travail d'aujourd'hui participera à la démarche de formation et de recherche portée par notre université. Me satisfait aussi par la pertinence de l'actualité du thème de ces rencontres, mais aussi par la déclinaison toujours fructueuse du partenariat entre la Fondation et l'Agence de développement économique et l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie. Ce partenariat est très important parce que souvent, il nous ouvre une meilleure vision sur l'avenir. Mais je suis aussi impressionné par le parterre d'universitaires brillants, de sachants expérimentés, d'entrepreneurs qui, je ne doute pas, porteront à l'ensemble des participants, à l'université et plus largement à la Corse, leur expérience incomparable, leur analyse toujours recherchée et aussi, je le redis, leur sens de la prospective. Vous le savez, notre ambition, c'est d'essayer de construire la Corse de demain et une Corse qui forcément sera moins dépendante. L'exercice est difficile car la Corse, comme toutes les îles, n'échappe pas et n'échappera pas aux dérèglements climatiques, sanitaires, géostratégiques ou financiers et ne pourra pas davantage imposer ses règles à un monde qui est dorénavant globalisé. Alors, quels que soient les pays, l'enjeu d'une économie compétitive consiste désormais à lutter, mais sans se carapassonner, contre beaucoup de choses, le nivellement culturel, l'accroissement des inégalités sociales ou encore des fractures territoriales et enfin de l'accès à l'énergie. Mais cet enjeu prospectif consiste aussi à profiter des opportunités offertes par la mondialisation, avec des chaînes de valeur exponentielles, d'import et d'export, avec des accès simplifiés à l'innovation, aux capitaux et bien sûr, une fois de plus, à l'énergie. Donc l'institution que j'ai l'honneur de représenter est au cœur de cet arbitrage. Comment profiter des opportunités de la mondialisation tout en essayant de, je ne dirais pas la contrôler, mais l'adapter à notre territoire. Alors à l'heure où les changements climatiques provoquent des effets désastreux pour notre environnement, à l'heure où la situation géostratégique mondiale nous confronte aux difficultés de gestion de ressources énergétiques et à la volatilité des prix de ce secteur, j'y reviendrai, à l'heure où les dirigeants de la planète, en ce moment même, se réunissent dans le cadre de la COP27 pour tenter de concilier harmonieusement développement économique et sobriété énergétique, il apparaît plus que jamais indispensable de s'interroger sur les conditions de production, de distribution, de consommation de l'énergie et plus particulièrement de l'énergie dans les îles. Mais je vous engage à réfléchir plus particulièrement au coût de l'énergie. Car contrairement à la crise sanitaire mondiale, qui a été mondiale, la crise de l'énergie, elle, est européenne. Le prix de l'énergie est très peu modifié, vous le savez, en Chine ou aux USA. Par contre, il est totalement perturbé dans l'espace européen. Et nos entreprises sont et seront directement ou indirectement impactées par le coût de l'énergie. Un chiffre m'était donné hier par France Industrie. Sur le marché européen de l'énergie, le coût actuel d'un mégawattheure est de 800 €. Il était de 150 €, ça fait un an. Et vous le savez, même si l'État travaille beaucoup à amortir ce coût de l'énergie, ce coût de l'énergie ne peut pas et ne pourra pas être indéfiniment réglé par l'argent public. Aussi, et plus que jamais, il me semble que les énergies renouvelables incarnent une voie d'avenir car elles représentent, à mon sens, une formidable opportunité économique pour les consommateurs, les entreprises et les collectivités. Pour les consommateurs, quelques chiffres. En 2028, les énergies renouvelables représenteront 21 milliards d'euros de valeur ajoutée brute en France, soit 10% de la valeur ajoutée créée
actuellement par le secteur industriel. Plus les énergies renouvelables se développeront, plus leur prix baissera et cette diversification de la production d'énergie générera immanquablement un avantage économique pour le pouvoir d'achat des familles. C'est aussi une opportunité pour les entreprises. Au-delà de la fourniture d'énergie pour leurs propres besoins, nous allons d'ailleurs, conjointement avec l'AUE, lancer un appel à projet dans les mois qui viennent. Ce secteur de l'énergie, c'est un secteur d'activité en pleine structuration. Les entreprises peuvent aujourd'hui se positionner sur des métiers variés, la fabrication, l'installation, le pilotage, l'entretien des équipements, mais aussi des services innovants comme la prévision de la production d'énergie. C'est aussi et enfin une opportunité pour les collectivités locales. Les territoires sont largement bénéficiaires du développement des énergies renouvelables. Les retombées fiscales des énergies renouvelables vers les collectivités locales sont estimées à 1 milliard d'euros en 2019 et seront estimées à un peu moins de 2 milliards en 2028. Et près d'un tiers de ces retombées bénéficient directement ou indirectement aux communes et intercommunalités. Mais, outre les retombées fiscales directes, la création d'emplois par les énergies renouvelables est une réalité. Aujourd'hui, ce secteur emploie 86 000 personnes. Et l'ensemble des régions bénéficie et va continuer de bénéficier du développement des énergies renouvelables avec la création d'emplois non délocalisables et d'une grande diversité, ingénierie, construction, exploitation, maintenance, approvisionnement, etc. Donc, il me semble opportun, mais aussi pour réduire leur vulnérabilité, il me semble opportun que les régions insulaires puissent aussi devenir des véritables opérateurs. Au-delà de l'aspect fiscal, je crois que nous devons travailler sur au moins 2 grands types de projets. L'émergence d'opérateurs publics-privés, par exemple sous forme d'une SEM, qui devrait nous permettre de mieux profiter et donc de mieux redistribuer les ressources créées sur notre territoire, mais aussi la mobilisation de fonds publics, l'optimisation de la mobilisation de fonds publics qui devrait nous permettre d'investir et donc de maintenir la valeur ajoutée créée sur notre territoire. Essayons d'imaginer et de mettre en œuvre des dispositifs d'ingénierie financière articulés autour de fonds verts dédiés au financement de cet enjeu stratégique majeur pour l'avenir de nos îles. Vos contributions scientifiques de chercheurs, d'universitaires, de spécialistes mobilisés dans le cadre de cette journée sont de nature à apporter un éclairage technique précieux aux décideurs politiques que nous sommes pour appréhender cette thématique dans sa complexité et dans sa diversité, y compris en termes de ressources publiques pour notre collectivité. Les regards croisés que les différents intervenants portent, notamment sur les îles du Ponant ou sur les îles de Grèce, contribueront d'ailleurs à identifier des perspectives d'avenir et à envisager, je l'espère, non seulement l'autonomie énergétique pour nos îles, mais aussi une nouvelle et importante source de revenus. Vous l'avez compris, mieux comprendre et mieux produire doit nous permettre de mieux partager. Au cours de cette journée, vos concepts, méthodes et outils nous seront très utiles pour affronter l'avenir. En effet, la problématique des îles liée à l'énergie est très importante. Les îles, d'abord, par leur position géographique, sont dans une situation de dépendance plus forte que sur le continent. Au niveau des impacts géopolitiques, climatiques, sanitaires, démographiques et, bien sûr, énergétiques. Cette situation fait de l'espace insulaire un laboratoire vivant où toutes les interactions, et c'est important de considérer les interactions dans les îles, qu'elles soient sociales, politiques, économiques, sont à prendre en compte. C'est la raison pour laquelle l'utilisation progressive et partagée de méthodes scientifiques nous permettra à la fois de favoriser une ouverture, mais aussi de tracer un chemin émancipateur fort pour l'ensemble de nos îles. Avec Julien Paolini, nous sommes venus vous témoigner ce matin qu'en faisant le choix résolu de l'intelligence collective
et notamment en soutenant la fondation de l'université. La collectivité de Corse est dans le droit fil de ses ambitions politiques, économiques et sociales, portées, vous le savez, par la revendication d'un statut d'autonomie de plein droit, de plein exercice, statut d'autonomie d'ailleurs commun à toutes les îles européennes, qui, ce statut, nous en sommes convaincus, permettra de mieux traiter les problèmes et les spécificités qui sont les nôtres, y compris au niveau énergétique. Aussi, je vous souhaite de bons travaux, je les suivrai avec plaisir et surtout avec un grand intérêt. Je vous remercie. Merci Alex Vinciguerra. Julien Paolini a la parole en qualité de président de l'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse. Merci, Madame la vice-présidente de l'Université de Corse, Monsieur le président de l'ADEC, Madame la présidente de la Fondation, Mesdames et Messieurs les directeurs de recherche, d'unités de recherche, chers collègues universitaires, chers collègues aussi de l'Agence d'urbanisme et d'énergie, chers amis, saludo a tutti. Pour moi, vous l'imaginez, c'est un réel plaisir de participer aujourd'hui à la chaire Mutation et Innovation territoriale organisée par l'Université de Corse. Et c'est un honneur, bien sûr, de pouvoir ouvrir cette journée et, en premier lieu, remercier chaleureusement l'université, son président, sa vice-présidente, pour l'invitation. Également remercier la présidente de la Fondation, Gabriela Louise, et mes collègues, Nathalie Lametta et Paul-Antoine Bisgambille, qui sont à l'origine de cette journée et donc du choix de cette thématique, énergie et insularité. Donc en qualité d'enseignant, vous dire que je suis venu accompagner de mes étudiants de L3, de troisième année en chimie de l'environnement, où je fais un cours qui me permet de leur parler des principes à la fois de réduction des consommations d'énergie, mais également des réductions et de l'utilisation de matières premières renouvelables, par exemple la biomasse, en synthèse chimique, des thématiques qui sont bien sûr transposables au volet énergétique. En qualité de président de l'Agence d'urbanisme et d'énergie, je suis accompagné notamment du chef de département climat-air-énergie, Julie Kael Ambach-Albertine, qui aura l'occasion de s'exprimer, ainsi que des membres de l'équipe de l'Agence d'urbanisme et d'énergie. Et bien sûr, nous aurons l'occasion de s'exprimer durant cette journée. Donc vous voyez, je ne suis pas venu seul, accompagné de mes deux piliers aujourd'hui, l'université et l'Agence d'urbanisme et d'énergie. Et je sais qu'ensemble, on aura à cœur d'enrichir les débats de cette journée. En préambule, moi je souhaitais replacer la question à la fois de l'insularité et de l'énergie dans l'histoire du réchauffement climatique. C'est une problématique qui revient régulièrement. On parle d'urgence climatique, on parle de réchauffement climatique. Certains préfèrent parler de dérèglement climatique. Et moi, je voulais le considérer, dans mes propos introductifs, à la fois sur son volet politique et également sur son volet scientifique. Je pense que pour comprendre aujourd'hui l'urgence climatique actuelle et nous projeter dans un futur, je dirais, plus serein, plus décarboné, comme on dit beaucoup aujourd'hui, il faut prendre un peu de recul et revenir quelques décennies en arrière. Et si on revient quelques décennies en arrière, on fait le constat que l'avancée du monde scientifique a été beaucoup plus rapide que celle des prises de conscience politiques. Alors c'est bien souvent le cas, et on sait presque depuis le 19e siècle, au moins entre les années 20 et les années 50, par des travaux de recherche, quelles sont les causes de l'effet de serre, du dérèglement climatique, qui sont à l'époque déjà bien identifiées. Par exemple, les consommations d'énergie fossile, le fioul, le diesel, l'essence, le charbon, mais également l'augmentation, en corollaire bien sûr, des concentrations en CO2 dans l'atmosphère, mais également d'autres gaz à effet de serre bien connus, notamment par mes collègues des ENR bien sûr, mais pas seulement, le protoxyde d'azote, le méthane par exemple. Donc à l'époque, pourtant, on minimise l'impact des activités humaines sur les dérèglements climatiques,
Et il y a un événement qui accélère les choses, à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi en termes de prise de conscience politique sur les questions environnementales, et notamment sur cette question du climat, c'est la crise pétrolière, celle de 73, qui marque un tournant dans les mentalités. Et par la suite, toute une série d'événements, alors je vais en citer un parmi tant d'autres, la création du GIEC, je crois fin des années 80, qui publie toute une série de rapports, finalement, dans les années 90 et 2000, et qui alerte à plusieurs reprises les pouvoirs politiques sur cette urgence climatique. Je cite un des premiers rapports du GIEC, en 1990, je crois, l'influence détectable de l'homme sur le climat global, et les derniers rapports plus récents où le GIEC alerte la communauté scientifique, notamment sur cette valeur seuil des 1,5 degrés d'augmentation, qui serait finalement, selon eux, un point de non-retour et qui pourrait être atteint bien avant 2050, c'est-à-dire demain. Donc, faire ce parallèle entre politique et science, c'était aussi l'occasion de montrer l'utilité de la journée qui nous réunit aujourd'hui, où finalement, on regroupe à la fois des gens du monde de l'université, des mondes de la politique, mais également des entrepreneurs, des entreprises. Et je crois que l'ensemble des maillons est essentiel si on veut enrayer ces phénomènes-là, à l'échelle de la Corse, bien sûr. Et je dirais, notre contribution sera une goutte d'eau dans ce qu'il y a à faire au niveau mondial, international, pour enrayer ces phénomènes. Donc, qu'est-ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années, de manière plus prégnante, au quotidien, les effets d'ores et déjà visibles de l'urgence climatique. Ça a été rappelé par Alex Vinciguer. Quelques exemples sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, la hausse des températures. Et là, je crois qu'on est en point dedans. Je lisais Corse Matin récemment, qui, dans un article, le mois d'octobre 2022 a été le plus chaud en France depuis 1900. Le plus chaud en France depuis 1900. Avec 3,5 degrés de plus que la moyenne depuis à peu près les 100 dernières années. Donc, hausse des températures. Deuxième effet notable, la recrudescence des sécheresses. Et là encore, la Corse a été confrontée durement cet été, et encore aujourd'hui, au déficit de cumul de pluie. Un chiffre également, plus de 85% de déficit de pluie au mois de juillet 2022. Et ça ne s'est pas tellement amélioré depuis. Bien sûr, un impact sur la ressource en eau, mais également un impact sur la production électrique. Je fais le lien, puisque une grande partie de nos énergies renouvelables est basée aujourd'hui sur l'énergie hydroélectrique. Enfin, dernier effet, et pas des moindres, l'augmentation des catastrophes naturelles. On pense souvent aux grands incendies. Cet été, la Corse a été heureusement plus ou moins épargnée, mais ça n'a pas été le cas d'autres régions françaises. Je pense à la Bretagne ou encore, de manière plus prégnante, à la Gironde. Donc, par contre, au niveau des tempêtes et des inondations, on a été fortement marqué cet été avec la tempête du 18 août, qui a eu malheureusement des conséquences humaines désastreuses et qui auraient pu être encore plus graves si les conditions avaient été différentes. Et donc, on a tous aujourd'hui en mémoire ces risques de catastrophes naturelles. Et dernier effet du réchauffement climatique, encore un événement récent, vous avez vu l'alerte sur l'océan Viking avant-hier en Méditerranée, avec plus de 200 migrants. C'est des phénomènes de migration de population qui risquent de se reproduire de manière importante dans les prochaines années, avec justement ces phénomènes de réchauffement climatique. Donc vous avez vu une situation alarmante, mais pour autant on voit que des efforts ont été faits pour enrayer ces phénomènes. Mais malgré ces efforts-là, je dirais des efforts politiques des gouvernements, on voit bien que collectivement, on est en deçà des mesures à prendre pour lutter efficacement contre ces épisodes exceptionnels, contre ces forces de la nature. On voit bien que les mesures qui sont prises aujourd'hui restent globalement inefficaces. Les gouvernements, de plus, aujourd'hui, restent englués, à la fois dans les suites de la crise sanitaire du Covid, ça a été rappelé par le président de l'ADEC, et son corollaire, la crise économique. Et la dernière COP26, c'était à Glasgow, c'était il y a un an, novembre 2021, d'un point de vue des observateurs, s'est révélée assez décevante au vu des décisions politiques prises par les pays États membres, et bien sûr, forcément,
en raison des conditions économiques mondiales. Un nouveau bilan, ça a été rappelé également, est en cours. Je crois que ça se tient actuellement, hein, du 6 au 18 novembre, en Égypte, à Sharm el-Sheikh, avec la COP27, et on peut espérer que des mesures plus importantes soient prises dans ce cadre-là. Espérer en fait que finalement, hein, la crise énergétique actuelle européenne, ça a été aussi bien rappelé, ait le même effet que le choc pétrolier de 1973 et qui marque un tournant décisif dans les politiques en matière de lutte contre le changement climatique. Parmi les initiatives qui ont été prises très récentes, je voudrais quand même les citer, hein, parce qu'elles sont quand même pas neutres, par le gouvernement français, hein, des mesures conjoncturelles, le bouclier tarifaire, le chèque énergie, le plan de sobriété énergétique, donc autant de mesures qui sont coûteuses, bien sûr, qui sont nécessaires, voire qui sont indispensables, je dirais, pour absorber le choc, hein, et pour soulager un peu, à court terme en tout cas, le porte-monnaie des citoyens, hein, et notamment en Corse où on a des taux de précarité particulièrement importants, mais c'est des mesures qui restent limitées dans le temps et qui ne règlent pas le problème de manière systémique, tant le risque énergétique finalement aujourd'hui est lié à notre modèle économique actuel, donc réinterroger le modèle économique si on souhaite réinterroger le modèle énergétique et donc notre lutte contre ce dérèglement climatique. Au niveau insulaire, puisque c'est l'autre pilier de cette journée, de ce colloque, la crise actuelle, elle ne fait que remettre en lumière des problématiques sur lesquelles les îles réfléchissent maintenant depuis de nombreuses années. Elles y réfléchissent tout simplement en raison des contraintes qu'elles subissent. Je vais en citer quelques-unes. Parmi les contraintes des îles, l'importation massive de ressources fossiles. C'est valable en Corse, c'est valable dans les autres îles méditerranéennes, et je pense dans les autres îles au niveau mondial. Le poids des transports dans la consommation énergétique globale, le poids des transports en Corse dans la consommation énergétique globale, je crois que de mémoire c'est 40%, mais je dirais les techniciens de l'agence me corrigeront si le chiffre est erroné. Une production aussi électrique très carbonée, ça a été d'ailleurs relevé dans des études récentes, hein, une caractéristique qu'on retrouve dans de nombreuses îles méditerranéennes, à Chypre, à Ibiza ou encore en Sardaigne, hein, et qui n'est pas sans poser, bien sûr, des problèmes à la fois économiques, mais aussi environnementaux. Autre point de spécificité des îles, hein, la fragilité des réseaux électriques. Il y a le directeur d'EDF qui est ici, hein, que je salue et qui participera également au débat, qui connaît bien ces problématiques de fragilité, en raison essentiellement de la non-connexion, hein, avec les réseaux continentaux qui sont souvent beaucoup plus stables, on va dire, hein. Et enfin, des problèmes de sécurité d'approvisionnement et de coûts de production qui sont souvent bien plus élevés, hein, les coûts de production électrique dans les îles que sur le continent. Donc finalement, les îles n'ont pas eu d'autre choix que de s'adapter à ces contraintes en développant leur capacité de résilience, en gros en s'appuyant sur deux piliers essentiels, hein. C'est ce qu'on retrouve notamment dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Corse. Ces deux piliers, ce sont lesquels? Premier pilier, le développement des énergies renouvelables, en misant sur les ressources naturelles. Et sur ce point, je crois que la Corse possède de véritables atouts qui n'ont pas tous été valorisés, hein. Je prends par exemple, hein, nos massifs forestiers, notre richesse en bois, et notamment en bois énergie, puisqu'on sait que la ressource est importante. Et on sent aujourd'hui, hein, que beaucoup de Corse, hein, retournent au bois, hein, que ce soit sous forme de granules, de plaquettes, mais aussi de bois bûches, notamment en raison de cette augmentation du prix de l'énergie. Les ressources éoliennes aussi importantes, hein, solaires, et le développement du PV a été remarquable en Corse, le photovoltaïque, pardon, a été remarquable en Corse ces dernières années. Et enfin, l'énergie hydraulique, mais j'en ai déjà parlé. Ça, c'était pour le premier pilier. Pour le second pilier, la maîtrise des dépenses énergétiques, en s'appuyant sur des actions indispensables, la rénovation des bâtiments publics, la rénovation des logements, que ce soit des logements sociaux, en premier lieu, les logements collectifs, les logements individuels, la rénovation de l'éclairage public, ou encore le développement de véhicules électriques. Alors, je cite ces actions de maîtrise de la demande en énergie, parce que c'est des actions que mène l'Agence d'urbanisme et d'énergie, notamment dans le cadre des appels à projets, mais je laisserai Judy Kael présenter un peu les résultats de ces politiques
au cours des tables rondes. J'aimerais insister sur un troisième et dernier pilier qui n'apparaît pas forcément de manière très marquée jusqu'à aujourd'hui, mais qui me semble indispensable, c'est le pilier de la recherche et de l'innovation. Les îles ont su faire preuve, je crois, d'imagination, d'efficience pour optimiser leur production locale. Un exemple, celui de l'Université de Corse, on ne va pas s'en priver, les travaux menés par les équipes, bien sûr, du projet structurant énergie renouvelable, j'allais dire ressources naturelles, qui, notamment sur l'hydrogène, bien avant finalement, l'hydrogène produit à partir de panneaux photovoltaïques, à partir d'énergie photovoltaïque, des travaux menés à Vignoles, bien avant finalement que cette énergie se démocratise, s'industrialise, soit portée par les pouvoirs politiques au plus haut niveau, que ce soit au niveau français mais également européen. On voit des plans hydrogène avec des montants colossaux être mis en œuvre de manière récente. Donc finalement, ces îles ont longtemps et sont toujours aujourd'hui considérées comme des laboratoires, et je crois qu'elles ont compris bien avant les autres deux enjeux, celui de la transition énergétique et écologique, et je renvoie aux revendications du mouvement national dès les années 70 pour protéger l'environnement et la terre, sur les questions de transition énergétique et écologique. Et l'autre enjeu, celui de l'autonomie énergétique, où là, la Corse s'est positionnée très tôt, lors du vote de sa PPE, dès 2015, voire même avant, dès le vote du schéma régional climat-énergie, qui lui date de 2013 et qui prévoyait déjà comme trajectoire l'autonomie énergétique à l'horizon 2050 pour la Corse, schéma que nous allons revoir, je l'espère, très prochainement à l'Assemblée de Corse. Donc, on pourra en discuter plus en détail avec les différents experts du domaine dans la journée. Moi, j'aimerais quand même revenir, avant de conclure, sur l'exemple Corse, pour terminer mon intervention, et sur le travail fait par la collectivité au travers de l'Agence d'urbanisme et d'énergie, avec quelques dates clés pour que, je dirais, on ait les mêmes points de repère dans l'évolution de la production énergétique en Corse et de les politiques mises en œuvre. Première date importante, 2009. Les régions insulaires françaises se structurent, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Corse, des zones non interconnectées, donc non connectées au réseau continental, je dirais, et ils créent un premier réseau partenarial, ce qui peut déjà nous inspirer pour les travaux d'aujourd'hui. Ce réseau partenarial est intitulé PUR Avenir. Dans ce cadre-là, quel est l'objectif de ce réseau? En premier lieu, c'est de peser politiquement dans le débat national sur la transition énergétique. Et en 2013, l'agence organise un premier salon, le salon Énergie Île, qui est consacré justement à ces questions énergétiques dans les îles. 2015, donc le réseau se crée, je dirais, fait le lobbying nécessaire, et on aboutit en 2015 à la loi que vous connaissez bien, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui est promulguée et qui permet à la Corse d'avoir une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est distincte de celle du continent. Donc c'est vraiment un point majeur. Et toujours cette même année, en 2015, la Corse devient la première zone non interconnectée à se doter d'une programmation pluriannuelle de l'énergie. Et je me permets de le rajouter, parce que, sans bouder mon plaisir, j'avoue, parce que c'est important aussi, que la Corse aura eu finalement sa PPE bien avant le continent français, ou les autres îles, notamment Guadeloupe, Martinique et Réunion. Donc, cette PPE, ensuite, elle est mise en œuvre, bien sûr, depuis 2015. Je ne vais pas rentrer dans les détails des caractéristiques de cette PPE ou de sa déclinaison opérationnelle. Je laisserai M. Albertine le faire lors des tables rondes. Mais souligner quand même qu'en 2021, donc très récemment, un projet de révision de la PPE a été adopté par l'Assemblée de Corse et il sera très prochainement réexaminé à l'Assemblée de Corse, comme vous le savez. Pour conclure, bien sûr, je vais redire le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui, en qualité d'universitaire, premièrement, mais aussi en qualité de politique, de militants aussi sensibles et de citoyens sensibles aux questions énergétiques et environnementales en milieu insulaire.
L'heure, vous l'avez compris, est à l'action politique, mais aussi à l'innovation scientifique, d'où l'intérêt de cette journée, pour tenter d'éviter, ou en tout cas limiter, les effets désastreux du réchauffement climatique, particulièrement dans les écosystèmes insulaires. Je terminerai par une image, hein. Dans un ciel particulièrement sombre et tourmenté, celui d'aujourd'hui, crise sanitaire, crise économique, crise énergétique, j'espère que les îles, et plus particulièrement la Corse, seront les phares qui éclaireront le chemin d'un avenir énergétique plus radieux. Citer enfin l'Atlas de l'Anthropocène. Donc l'Anthropocène, c'est l'ère dans laquelle nous vivons actuellement, en tout cas qualifié comme tel par certains scientifiques pour montrer l'impact de l'homme, l'impact anthropique de l'homme sur nos écosystèmes naturels. Je vais le citer, notre génération est la première à faire l'expérience des effets du changement climatique et la dernière à pouvoir résoudre le problème. C'est à la fois une terrible responsabilité vis-à-vis des générations futures et une formidable opportunité, donc un message d'espoir. A ringraziare et buona giornata di travail a tutti. A ringraziare. Merci Julien Paolini. Avant de démarrer par les premières conférences, je voudrais juste passer la parole aux chevilles ouvrières de cette journée, Gradier Lalouise, Nathalie Lamette et Paul-Antoine Bisgambil, qui, me semble-t-il, ont à cœur de vous remercier d'être venus nombreuses et nombreux partager vos expériences, nous fournir des regards croisés, des témoignages, participer à cette belle journée autour de cette thématique, l'énergie et l'insularité. Effectivement, si vous voulez vous asseoir pour pouvoir voir de meilleure manière les projections, je vous en prie. Idem pour les tables rondes, je vous appellerai dans un deuxième temps pour la deuxième partie et vos participations. Merci beaucoup Isabelle et merci déjà à nos trois intervenants qui ont lancé formidablement le sujet. Voilà, des interventions qui sont déjà riches de perspectives aussi pour cette journée. Alors on va faire un petit trio avec Nathalie et Paul-Antoine, déjà pour remercier ceux qui ont contribué, alors nos partenaires, mais ça a déjà été fait et on pourra le redire, mais aussi pour remercier ceux qui ont été les pivots de l'organisation de cette journée, et je pense tout particulièrement à toi Gilles, qui s'est beaucoup investi dans l'organisation de ce 4e Scontri di Territori, qui est un petit peu notre un des formats de notre chaire, mais un format important puisqu'en fait il permet d'associer à la fois chercheurs, experts académiques, également chefs d'entreprise, institutionnels, élus, usagers également. Et on voit que ce sont des moments forts de débat, d'échange et aussi de retour d'expérience. C'est également l'occasion d'inviter, et cette fois-ci ça aura été 2 territoires qui auront été invités, la Grèce et les îles du Ponant, d'avoir aussi des retours d'expérience, des témoignages, de dispositifs innovants qui ont pu être mis en place et qui peuvent être inspirants pour nous aussi. Donc ces journées sont aussi l'occasion d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc ce sera intéressant aujourd'hui d'échanger là-dessus, sur ces témoignages qui seront certainement forts dans cette journée. Voilà, je passe la parole à mes collègues. Tu passais la parole, je pensais que tu allais le faire en solo. Du coup, bonjour à tous. On voulait juste vous remercier. Voilà, j'aperçois quelques étudiants à moi, donc je les remercie parce qu'ils ont traîné la patte ce matin pour venir nous rejoindre. Remercier tout particulièrement les membres de la Fondation, c'est Anna et Ante, Morgane, que je n'aperçois plus, qui se cache à chaque fois, mais qui est la coordinatrice de la chaire et qui a mouillé le maillot pour organiser cette journée qui est effectivement la 4e. Gilles, on te remercie beaucoup, tous nos invités et Isabelle aussi qui nous fait le plaisir à chaque fois, c'est la 2e fois d'animer avec brio et talent nos journées, donc merci aussi à toi. Je ne sais pas si Nathalie tu veux rajouter. Oui, donc un grand merci à tous, donc je ne vais pas relister les gens, simplement pour vous dire qu'à un moment donné, réunir ceux qui ont des choses à dire sur les aspects techniques, y associer la dimension politique, les entrepreneurs qui à un moment donné vont avoir la possibilité de mettre en œuvre et les citoyens qui ont aussi de plus en plus leur mot à dire
et la problématique des énergies et la problématique environnementale est rentrée dans les inquiétudes prioritaires des citoyens. C'est un peu l'ambition de la chaire, pouvoir réunir ces personnes-là et créer un maximum d'occasions de les faire discuter tous ensemble. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire le plus souvent possible face aux grands enjeux qui touchent le territoire, pour que les trajectoires puissent nous convenir au maximum. Donc des terrains aussi d'inspiration qui peuvent permettre aussi de gagner du temps sur les possibles au niveau technique, etc. Donc merci encore et voilà. Bons travaux.